Bonjour, bonjour à tous. Ici William Nahum, président de l'Académie. Je suis ravi de vous accueillir par téléconférence pour cette exposé, cette conférence qui va traiter de la problématique de l'apport-cession. Alors, c'est un sujet, les textes ont été modifiés déjà depuis pas loin de 10 ans, mais c'est un sujet qui reste d'actualité. Les conférenciers que je vais présenter à l'instant vont vous exposer le détail de tout ça. Disons que on peut pas être absolument enthousiaste devant ce nouveau texte, enfin relativement nouveau, qui apporte des rigidités, en particulier en termes de planning, de délai, etc. Mais ça, les conférenciers vont en parler en détail. Je suis vraiment ravi parce que ce thème, bien qu'il soit récent, mais pas tant que ça, réunis aujourd'hui, vous êtes à peu près 800 participants, ou peut-être un peu plus d'ailleurs, cette téléconférence, en tout cas 800 inscrits. Est-ce que tout le monde se sera connecté? J'espère. Je pense qu'on pourra de toute façon mettre à disposition sur le site internet de l'Académie le déroulé. Alors, l'exposé va être relativement ramassé. Nos experts que je vais présenter maintenant connaissent bien le sujet et donc ils vont intervenir en à peu près 1 heure. Et après, vous aurez la faculté de poser des questions par chat. Voilà, donc il y aura après, alors évidemment, ça dépend des questions, s'il y en a beaucoup, si elles sont complexes ou quoi. Si les questions sont trop nombreuses et qu'on dépasse les temps, eh bien, on pourra vous répondre dans un deuxième temps. Voilà, donc ça, c'est pour l'organisation. Les conférenciers, on a la chance d'avoir des conférenciers de très grande qualité. Laurent Benoudis, qui est expert comptable et commissaire aux comptes, il est président de la commission fiscale de l'ordre et président du conseil régional de l'ordre des experts comptables de Paris. Un de mes brillantissimes successeurs et très pointu en matière fiscale et qui connaît particulièrement bien le sujet dont on va parler aujourd'hui. Merci beaucoup à lui. Merci mon cher Laurent d'avoir pris sur ton temps qui est déjà très chargé vu tes fonctions pour participer à cet exposé qui est beaucoup plus technique et on va pouvoir se rendre compte de tes talents d'expert. Ensuite, nous avons Stéphanie Rio-Bernard qui est avocat, consul et de chez Francis Lefebvre. Bon, on ne présente pas Francis Lefebvre, qui est pratiquement une institution. Je suis ravi que vous soyez là, cher maître, et merci de votre participation. Et puis enfin, monsieur Jean-Baptiste de Pascal, qui est du directeur du développement et de fiscalité chez Interinvest, qui vous expliquera en aval de la cession de l'entreprise ce qu'un chef d'entreprise peut faire de ses sous, pour être clair. Voilà, donc nous avons aussi Pierre Valencien qui m'assiste à l'Académie, qui est expert comptable et permanent du Conseil supérieur et que je remercie de sa participation et je remercie les services techniques du Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables de nous mettre à disposition son équipe et ses moyens et Sophie Torini qui nous assiste. Voilà, je passe tout de suite la parole à Laurent Benoudis et je vous souhaite une très bonne session. Merci à vous tous. Merci beaucoup, William, de ton introduction et de tes charmants mots à mon égard. Voilà, je suis ravi de succéder au passage à l'Ordre de Paris et ton héritage était riche. Alors, on va démarrer tout de suite le sujet de l'apport-cession en commençant. Alors, j'ai enlevé le masque pendant mon intervention, ce sera plus pratique pour tout le monde. En rappelant déjà que la stratégie d'apport-cession est une des stratégies possibles parmi plusieurs qui s'offrent aux cédants. La première, qui est parfois qui est aussi la plus simple en vérité, est celle qui consiste à ne rien faire et à payer l'impôt de plus-value. Dans l'objectif d'optimiser l'opération de cession, on oublie parfois qu'il y a cette solution simple qui consiste à payer l'impôt. Elle présente de nombreux avantages, notamment de pouvoir disposer librement des fonds après paiement de l'impôt pour en faire l'investissement qu'on souhaite, sans aucune contrainte, ni
ni en termes de démembrement avec les enfants, ni en termes d'obligation de remploi dans des sociétés comme on va le voir. Combien ça coûte de vendre son entreprise? Tout dépend en fait de la date à laquelle elle a été créée et de la durée détention des titres. Mais si vous avez la chance de pouvoir bénéficier du régime d'origine avant 2018, eh bien, il est possible d'obtenir un taux d'imposition qui est de l'ordre de 23% aujourd'hui, en incluant les prélèvements sociaux, donc ce qui est quand même quelque chose qui est plutôt compétitif par rapport à la fiscalité générale en France. La deuxième stratégie possible, vous le savez, c'est celle qui consiste en fait à donner avant de céder, de manière assez schématique et assez simple. Lorsqu'on donne, en fait, on ne paye pas l'impôt de plus-value, il n'y a pas cette taxation. Certains s'interrogent aujourd'hui sur le fait de savoir s'il ne faudrait pas faire payer l'impôt de plus-value préalablement aux droits de donation. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore le cas et a priori, c'est peu probable que ça devienne une réalité dans les mois qui viennent, enfin on ne sait jamais. Mais lorsque vous donnez, vous ne payez pas l'impôt de plus-value et donc vous n'avez que les droits à payer. Alors évidemment, ça peut permettre un avantage, notamment lorsque la cession a lieu dans le prolongement de la donation, puisque le prix de revient des titres reçus par le donataire est égal au prix retenu dans l'acte de donation. Et donc, il n'y a pas d'impôt de plus-value pour le donataire et il n'y a eu que les droits à payer pour le donateur. Donc, la question de savoir évidemment si vous êtes prêt à faire cette opération de donation, qui peut évidemment porter que sur la nue propriété des parts. Et dans cette hypothèse, évidemment, on a purgé l'impôt de plus-value que sur la nue propriété et pas sur l'usufruit qu'on s'est réservé. Et puis la troisième stratégie, celle qu'on va essayer de développer avec Stéphanie et Jean-Baptiste, est celle de l'apport-cession. L'apport-cession, en fait, existait avant que l'article 150 obéter du Code général des impôts en fixe les règles, mais c'était la jurisprudence qui avait, pour son coup, élaboré un certain nombre de principes qui ont été essentiellement repris pour l'essentiel par le 150 obéter, le législateur, en 2012. C'est quoi le principe de l'apport-cession? C'est-à-dire que vous êtes propriétaire des titres d'une société que vous souhaitez céder et préalablement à cette cession, on va apporter les titres à une holding. Cette holding qui va être constituée par l'apport des titres, alors ça peut être soit une société civile, soit une SAS, ça dépend si vous avez le délai suffisant pour faire appel à un commissaire aux apports, c'est une SAS, va recevoir les titres pour une valeur, mettons, de 100, et va, dans les semaines qui suivent, revendre les titres au même prix. Alors, pour la société holding, ce n'est pas des titres de participation, puisque vous savez qu'il y a un délai de 2 ans pour qualifier de titre de participation des titres qu'on détient, mais il n'y a pas d'impôt parce qu'il n'y a pas de plus-value en vérité. Le prix de cession est égal au prix auquel les titres ont été apportés. Et donc dans la holding, pas de fiscalité, on comprend facilement. Pour l'apporteur, eh bien, on est dans un régime qui était soit le sursis, soit le report. Et aujourd'hui, ça sera le report lorsque on contrôle la société holding, on va revenir dessus. Mais on a une fiscalité qui est différée. Donc l'apporteur apporte les titres à la holding, ne paye pas d'impôt parce qu'il a une fiscalité différée, report au sursis. La société holding qui a reçu les titres pour 100 les revend pour 100, et donc évidemment ne dégage pas d'impôt de plus-value, et donc il n'y a pas de fiscalité. Donc dans cette opération, aucun impôt n'a été payé lorsque 100% des titres sont apportés à l'holding qui les revend. Ça pose question évidemment, et le législateur s'est emparé du sujet en 2012 dans la loi de finances rectificative en vue de codifier ce que la jurisprudence avait déjà commencé à sanctionner au motif que c'était de l'abus de droit. Mais je pense que Stéphanie reviendra un peu plus précisément sur ce sujet. Mais on a bien compris le mécanisme de la portion. Il y a évidemment une différence notable avec l'hypothèse où on aurait payé de l'impôt, c'est que la trésorerie est encapsulée dans une société holding à l'IS. Donc c'est pas comme si on l'avait dans notre poche, évidemment. Alors on a parlé de report au sursis, c'est comment on distingue les deux et quelle est la différence entre le report et le sursis. Jusqu'au 1er janvier 2000, toutes les plus-values étaient placées en report d'imposition. C'est-à-dire que lorsque vous apportez les titres à une autre société, vous avez un échange, le législateur a mis en place un dispositif qui évite une taxation immédiate. Pourquoi éviter la taxation? Parce qu'évidemment, vous n'auriez jamais procédé à des regroupements d'entreprises si vous deviez payer l'impôt à chaque fois que vous auriez procédé aux échanges de titres. Or, le seul moyen de constituer des entreprises d'une certaine taille consiste à apporter les titres à des holdings ou à procéder à des échanges de titres avec un concurrent ou un compétiteur et puis à fusionner les sociétés entre elles. Mais il y a quasi systématiquement des échanges et des apports de titres. Donc, évidemment, taxer ces opérations intercalaires
et contre-productif d'un point de vue économique. Donc, il a fallu que le législateur mette en place un système qui diffère l'imposition au jour où les titres sont définitivement vendus et qu'un prix de vente est encaissé. Et donc, le système qui était mis en place jusqu'au 1er janvier 2000 était le système du report. En fait, on calculait la plus-value, on la cristallisait, on la déclarait à l'impôt sur le revenu, mais on la mettait en report d'imposition. Et donc, elle restait dans cet état jusqu'au jour où les titres étaient cédés. Et dans ces cas-là, la plus-value en report tombait au prorata des titres cédés. Ça posait des difficultés, en ce sens que certains contribuables oubliaient de déclarer le report, puisque le report était optionnel, et donc se retrouvaient rattrapés par l'administration fiscale qui, au bout de 3 ans, enfin dans les 3 ans de l'opération, taxait le contribuable au motif que, en n'ayant pas opté pour le report et en n'ayant pas fait cette déclaration à l'impôt sur le revenu, eh bien, il avait renoncé au report. Alors, évidemment, quand le contribuable était bien souvent dans l'incapacité de payer l'impôt, puisqu'il n'avait pas reçu d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais bien des titres en échange. Et puis le cas inverse, c'est évidemment le contribuable qui oubliait bêtement de déclarer la plus-value au report et qui espérait que la prescription allait régler son problème. Et donc, il y avait beaucoup de plus-values qui pouvaient parfois échapper à la taxation. Et là, donc, l'administration fiscale s'en est inquiétée et a décidé de modifier le dispositif en mettant un dispositif beaucoup plus simple, beaucoup plus agréable que le dispositif du sursis. Alors, quand vous êtes en sursis, en fait, on ne déclare pas la plus-value. Donc, à ce cas-là, on a réglé le problème de l'absence de déclaration ou de l'oubli de déclaration, puisqu'il n'y a rien à déclarer. Par contre, on prend l'engagement au jour de la cession des titres définitive de retenir comme prix de revient non pas les titres qu'on a reçus au moment de l'échange et la valeur qui avait été retenue à cette date-là, mais bien la valeur des titres à l'origine. Et donc, vous avez créé une entreprise pour 1000 euros, vous avez apporté les titres à une holding pour 1 million, puis ensuite vous avez refait un apport pour 10 millions, et puis en définitive, vous cédez pour 12 millions, et bien vous n'allez pas calculer une plus-value de 2 millions, mais bien une plus-value de 12 millions par rapport aux 1000 euros que vous avez mis au départ. Voilà, c'est le principe du sursis. C'est simple, c'est efficace, ça marche très bien. Le problème, c'est que c'est invisible pour l'administration fiscale. C'est pour ça qu'elle a décidé le 13 novembre 2012, qui est la date de la 3e loi de finances rectificative, là où elle a mis en place le 150 obétaire, de distinguer deux cas de figure. Soit vous contrôlez l'entité qui a bénéficié des titres de l'apport, et dans ces cas-là, vous êtes en report et vous devez faire une déclaration, et ce qui va permettre à l'administration de suivre vos obligations de remploi. Soit on reste en sursis si on n'est pas dans une situation de contrôle. Alors, on verra après qu'est-ce que le contrôle. Stéphanie nous en dira beaucoup plus. Donc vous voyez bien, on a deux régimes différents. Le premier, c'est l'absence de contrôle de la société qui reçoit l'apport. Et dans ces cas-là, on est en sursis, l'opération est complètement transparente. Et puis le deuxième régime, c'est celui où on contrôle la société qui reçoit l'apport. Et là, on s'aperçoit qu'on est dans un système de report. On génère sa plus-value, mais elle sera exigible que le jour où on cédera les titres définitivement. Lorsque le 150 obétaire a été créé, il a donc fixé un certain nombre de conditions, et notamment le fait que on souhaite encadrer la stratégie de l'apport-cession. L'apport-cession, c'est j'apporte mes titres et ensuite, dans un délai bref, court, je cède ces titres qui ont fait l'objet de l'apport. Et le délai que l'administration a retenu est un délai de 3 ans. Dans l'hypothèse où j'ai apporté mes titres et je les ai cédés dans les 3 ans, et bien dans ces cas-là, je suis dans le système de l'obligation de remploi. Et donc, je dois procéder à ce remploi pour que mon report devienne définitif. Si jamais, par contre, j'ai fait cette opération d'apport, non pas dans une optique de port-cession, mais bien dans une optique d'apport de titre, parce que évidemment, toutes les opérations d'apport de titres à des sociétés qu'on contrôle sont concernées par 150 obétaires, mais dans ces cas-là, je suis en report, mais ce report devient définitif après 3 ans si les titres n'ont pas été cédés par la holding. D'accord. Donc, il faut être vigilant en fait dans le 150 obétaire parce que on rentre dans un dispositif qui souhaitait encadrer les opérations d'apport-cession et qui, en définitive, encadre toutes les opérations d'apport qui sont faites sous contrôle. C'est-à-dire que lorsque l'entité, au final, est contrôlée par l'apporteur. Alors, quelles sont les conditions du maintien du report? Eh bien, aujourd'hui, c'est l'obligation de réinvestir. Si les titres ont fait l'objet d'une cession dans les 3 ans, au moins 60% du prix de cession dans une activité économique. Et le délai pour procéder à ce remploi est de 2 ans. Donc, au maximum, vous pouvez être sur une durée de 5 ans entre la date d'apport et la date de fin de remploi. En vérité, on est souvent sur des délais beaucoup plus courts, puisque souvent l'apport a lieu quelques semaines avant la cession. Donc, on est loin des 3 ans, mais il est possible que l'hypothèse des 3 ans existe. Et ensuite, vous avez un décompte qui se met en route, qui vous oblige, dans les 2 ans qui suivent
la cession des titres reçus, de réinvestir au moins 60% dans une activité économique. Et là, on comprend qu'on pose tout de suite plein de questions. C'est quoi une activité économique? Quelle est la nature de celle-ci? Ça, c'est ce qu'on verra avec Jean Pascal. Baptiste, pardon, excuse-moi. Alors, Stéphanie, voilà, peut-être tu peux nous donner des détails sur tout ce que je viens d'expliquer, mais tant qu'on a le cadre général de l'opération. Oui, merci beaucoup, Laurent. Alors, donc, juste avant de... Est-ce que ça fonctionne ça je vais juste revenir peut-être effectivement, comme l'a annoncé Laurent, sur peut-être la genèse de cet article très rapidement, parce qu'on peut se demander effectivement pourquoi on est repassé d'un régime de sursis qui, comme le disait Laurent, était un régime très simple, à ce régime de report. C'est tout simplement parce qu'en fait, l'objectif de ces impositions différées, c'est d'éviter une imposition à des personnes qui ne font que restructurer leur patrimoine, mais qui ne dégagent pas de cash dans le cadre de ces restructurations. Simplement, l'administration fiscale a considéré que dans certains cas où on bénéficiait d'un régime de sursis et non pas encore de ce régime de report, il y avait certaines opérations qu'elle a considérées abusives, considérant que finalement l'apport suivi de la cession à très bref délai par la holding bénéficiaire de l'apport et permettait en réalité à l'apporteur de récupérer rapidement, enfin de récupérer un peu indirectement les fonds sans avoir à payer l'impôt correspondant. Donc, c'est pour ça, et donc la jurisprudence a eu à traiter de nombreux cas. Il y a une jurisprudence très abondante sur le sujet quand était en vigueur le dispositif du sursis. Et le Conseil d'État de considérer que quand on faisait des apports suivis d'une cession à bref délai, il fallait justement que la holding réinvestisse dans un délai raisonnable les fonds dans une activité économique, sans quoi on considérait que finalement c'était une façon pour l'apporteur d'appréhender les sommes sans payer l'impôt correspondant. Et c'est pour ça que finalement, ça ressort clairement des débats parlementaires afférents à l'adoption de ce texte. C'est pour ça qu'on a adopté ce texte qui maintenant fait la différence entre les apports à une structure contrôlée par l'apporteur ou non contrôlée. Donc, comme l'a dit Laurent, on va être en report d'imposition lorsque l'on apporte ces titres à une structure donc, qui doit être soumise à l'IS, hein, ça ne fonctionne pas si elle n'est pas soumise à l'IS, et à condition de contrôler cette entité. Donc, le contrôle, la définition du contrôle, elle est donnée par l'article 150.0 béter. Donc, un apporteur, évidemment, va être considéré comme contrôlant l'entité s'il détient, alors seul ou avec son groupe familial, qui est entendu dans un sens assez large, la majorité des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société. Il en sera de même s'il détient cette majorité dans le cadre d'un pacte d'actionnaires ou d'associés, par exemple. Il va être également considéré comme contrôlant la structure si, dans les faits, on peut démontrer qu'il la contrôle. Alors, il faut aussi savoir qu'il y a une présomption de contrôle lorsque, à l'issue donc de l'apport, l'apporteur détient plus du tiers du capital de la société et qu'aucun autre associé ne détient une participation supérieure à la sienne. Donc ça, c'est une présomption qui peut être combattue si on souhaite se placer sous le bénéfice du sursis, mais c'est quand même une présomption légale. De même, il faut être vigilant aussi quand on pense parfois ne pas contrôler et donc se placer sous un régime de sursis au contrôle conjoint, puisqu'on peut considérer que plusieurs associés vont agir de concert et donc contrôler conjointement la holding bénéficiaire de l'apport. Donc cette notion de contrôle, elle est quand même très importante puisque selon qu'on contrôle ou non, on voit bien que ce n'est pas le même régime qui s'applique. Donc aujourd'hui, nous, on va se focaliser sur le cas du contrôle, puisque dans ce cas-là, on déclenche le régime du report d'imposition.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va constater la plus-value d'apport au moment de l'apport. On en constate son montant, elle est cristallisée à ce moment-là. On va même également, l'impôt correspondant va être calculé à ce moment-là. Simplement, son exigibilité sera reportée dans le futur, en particulier soit parce que la holding cède les titres reçus en apport, soit parce que l'apporteur lui-même va céder les titres de la holding. Alors, comme l'a dit Laurent, si la holding cède les titres au-delà d'un délai de 3 ans, ça ne fait pas tomber le report. Donc, le cas qui nous occupe aujourd'hui, c'est le cas où la holding cède les titres moins de 3 ans après l'apport. Pour éviter que le report ne tombe, donc Laurent l'a dit, il y a plusieurs conditions à respecter. Il faut que la holding s'engage à réinvestir au moins 60% du produit de la cession dans un délai de 2 ans à compter de cette cession et dans un certain nombre d'investissements dits éligibles que je vais détailler juste après. Donc, simplement, j'attire votre attention sur le fait que la holding doit bien s'engager à réinvestir, car quand bien même elle réinvestirait correctement, enfin, au regard des dispositions prévues par l'article 150.0 ter, mais sans s'être engagée à ce réinvestissement au préalable, le report d'imposition, en principe, ne fonctionne pas. Et donc, s'agissant du quantum de réinvestissement, donc juste une précision, c'est que lorsque le texte a été adopté, l'obligation de réinvestir portait seulement sur 50% du produit de la cession, mais la loi de finances pour 2019 l'a porté à 60%. Alors, en contrepartie, vous le verrez, c'est parce que le législateur a étendu aussi les cas de réinvestissement possible et empêchant l'expiration du report d'imposition. Donc, dans quoi est-ce que la holding peut réinvestir dans ce délai de 2 ans 60% du produit de la cession sans que le report ne soit remis en cause? D'abord, elle peut tout d'abord financer des moyens permanents d'exploitation qui vont être affectés à sa propre activité, mais pour cela, il faut qu'elle exerce une activité économique. Donc, une activité qui doit être commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Elle ne peut pas réinvestir dans une activité de pure gestion patrimoniale, que ce soit un patrimoine mobilier ou immobilier. Elle peut sinon investir en acquérant des titres d'une société qui elle-même va exercer cette activité économique. Donc, la société en question ne doit pas non plus exercer une activité patrimoniale, doit bien exercer une activité économique. Et lorsque le remploi est réalisé par la holding par l'acquisition, donc l'achat de titres, il faut que cet achat ait pour effet de lui conférer, là encore, le contrôle de la société dont elle acquiert les titres. Donc, deuxième possibilité. La troisième possibilité, elle consiste non pas à acheter les titres, mais à souscrire directement au capital d'une structure, soit à son capital initial, nous dit le texte, soit à une augmentation de capital. Alors, évidemment, on ne peut pas souscrire au capital de n'importe quelle société. Celle-ci doit elle-même respecter un certain nombre de conditions qui sont évidemment liées à la nature de l'activité. Donc là encore, la société doit exercer une activité économique et non patrimoniale. Alors, sauf à avoir exercé une activité, à avoir pour objet exclusif de détenir des participations dans des structures elles-mêmes éligibles. Donc là, ça vise le cas de holding passive, mais qui vraiment doivent avoir pour objet exclusif de simplement détenir des participations et voilà, gérer leur portefeuille de participation. Donc ça permet d'avoir éventuellement un niveau d'interposition entre la holding bénéficiaire de l'apport initial et la structure opérationnelle. La deuxième condition, c'est d'avoir un siège de direction effective au sein de l'Union européenne ou dans un État partie à l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative pour lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et la dernière condition, c'est d'être soumis à l'IS ou à un impôt équivalent dans le cas où la société n'est pas établie en France. Et donc, le dernier cas ouvert par la loi de finances 2019, mais qui a entraîné pour corollaire une obligation de réinvestissement à 60%,
c'est l'investissement dans certains véhicules de capital investissement, donc qui sont très spécifiquement visés par l'article 150.0 BTR, qui lui-même renvoie à des dispositions du Code monétaire et financier. Donc, en gros, vous pouvez réinvestir dans des FCPR, des FPCI, voilà, et ce genre de structures, des SCR également. Mais voilà, c'est seulement les structures spécifiquement visées par le texte et qui, en plus, vont devoir, ces fonds ou véhicules vont devoir respecter certains quotas au terme d'un délai de 5 ans, sur lequel je reviendrai. Et alors, juste une petite précision par rapport à ces fonds, parce que la loi de finances pour 2020 est venue assouplir encore un peu le dispositif, puisque il pouvait arriver que parfois on souhaite souscrire à un fonds et que même on s'engage à souscrire à un fonds dans le délai de 2 ans requis, mais pour autant, le fonds n'appelle pas nécessairement effectivement les sommes dans ce délai. Ce qui fait que dans ces cas-là, la condition de remploi n'était pas respectée. La loi de finances pour 2020 permet aujourd'hui de simplement donc prendre l'engagement de souscrire dans ces véhicules de capital investissement dans le délai de 2 ans. Simplement, dans les 5 ans qui suivent, le fonds en question devra appeler les sommes sur lesquelles la holding s'est engagée et ces sommes devront être effectivement versées. Alors, donc ça, c'est vraiment les actifs éligibles au réinvestissement. Ensuite, il ne suffit pas de réinvestir les fonds dans ces actifs, encore faut-il les conserver un minimum, nous dit le texte. Donc, la majorité des actifs, on doit les conserver pendant une période minimale de 12 mois à compter de leur inscription à l'actif de la holding. Et par contre, quand la holding réinvestit dans des parts de fonds ou de sociétés de capital investissement, là, elle doit les conserver pendant un délai minimum de 5 ans, au terme duquel donc, les fonds doivent avoir eux-mêmes réinvesti 75% des fonds en cause dans des entités justement qui seraient éligibles si on investissait directement dans celles-ci. Donc voilà pour tous les critères de réinvestissement. Alors, les points d'attention par rapport à ce dispositif d'apport cession en report d'imposition. Le premier, bon, mais ça, Laurent l'a bien dit, on n'est pas dans le cadre d'une cession classique. Donc, en fait, en faisant ce schéma, qui est fiscalement optimisant, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne plus. Je crois qu'il y a un petit problème avec la présentation PowerPoint. Donc, quand on fait cette opération, il faut bien avoir conscience que l'apporteur ne fait pas de cash out. C'est pas lui qui récupère directement le produit de la cession, c'est la holding. Mais c'est pour ça que d'ailleurs, on peut parfois mixer les solutions. L'apporteur peut envisager de céder une partie des titres pour récupérer le prix de cession et d'apporter une autre partie qui sera rémunérée sous forme de titres de sa holding. Par ailleurs, il faut bien comprendre que ce dispositif est un dispositif de report et non une exonération. Ça vise à reporter l'imposition à la survenance de certains événements, en particulier le jour où l'apporteur cédera les titres de sa holding. Comme il va recevoir le cash correspondant, il est en mesure de payer l'impôt et donc ça fait tomber le report. Il y a quand même certains cas dans lesquels la plus-value expire complètement et on aboutit vraiment à une exonération. C'est notamment dans des cas de transmission à titre gratuit des titres de la holding, donc soit par décès de l'apporteur, soit par voie de donation dans certains cas. Donc, je prends le cas en particulier où le donateur des titres de la holding ferait une donation telle qu'elle a pour effet de conférer le contrôle au donataire. Celui-ci, s'il conserve les titres pendant au moins 5 ans, ne se verra plus jamais imposé sur la plus-value en report qui aura été transférée sur sa tête au moment de la donation. Alors, attention, donc ce délai de 5 ans, alors il était de 18 mois au départ, mais pour les donations réalisées depuis le 1er janvier 2020, donc il est passé à 5 ans pour pouvoir en bénéficier. Il passe même à 10 ans dans le cas où la holding a réinvesti dans des sociétés de capital investissement et des fonds.
Donc, c'est vrai que on voit bien que ce sont des régimes qui peuvent être très, très favorables dans certains cas, mais pas dans d'autres. Et ça va dépendre un peu des projets de l'apporteur. Sachant que, juste un petit rappel, quand on procède à une donation, on peut, évidemment, normalement, ça engendre des droits de donation. Donc, même si on peut être éventuellement exonéré de l'impôt sur la plus-value mise en report, l'acte de donation, lui, peut engendrer des frais. On peut réduire éventuellement le montant de ces droits de donation quand on peut mettre en place le dispositif qu'on appelle dispositif Dutreil, qui permet, lorsque certaines conditions d'engagement de conservation sont remplies, de réduire l'assiette des droits à hauteur de 75%. Et donc, au-delà des effets de ce dispositif, les autres points d'attention, c'est de s'assurer qu'on remplit bien toutes les conditions que j'ai décrites précédemment. Alors, le but du législateur en créant ce texte, c'était justement finalement de renforcer la sécurité juridique des apporteurs, puisque quand on était en régime de sursis, on l'a vu, l'administration remettait souvent en cause le bénéfice de ce sursis sur le terrain de l'abus de droit, et c'est la jurisprudence qui devait trancher s'il y avait abus ou non dans tel ou tel cas. La seule chose, c'est que, comme bon nombre de textes, l'article 150.0 n'est pas lui-même sans poser un certain nombre de questions, dont certaines ne trouvent pas encore de réponse officielle. Donc voilà, on peut se demander le réinvestissement dans une activité économique, on peut se dire que ça paraît évident, mais finalement, dans certains secteurs, ça peut générer pas mal de questions, comme dans le secteur immobilier par exemple. Si je réinvestis dans une activité de location meublée, c'est bien une activité commerciale au sens fiscal, mais ça reste une activité de gestion patrimoniale. Donc, est-ce que c'est éligible ou non? Alors bon, depuis, l'administration a tranché en indiquant que ce n'était pas le cas, mais c'est des questions qu'on s'est posées au départ. On se pose encore toujours beaucoup de questions lorsque la holding souhaite réinvestir elle-même dans une autre holding, parce que notamment une holding animatrice, parce que les holdings animatrices, la jurisprudence l'a indiqué récemment, sont considérées comme ayant une activité mixte, une activité de pure gestion patrimoniale, puisque l'objet est quand même de détenir des participations, mais également une activité commerciale d'animation de son groupe, et parfois elle peut aussi rendre des prestations de services commerciales par ailleurs. Donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on gère le sujet? De la même manière, je vous le disais, on peut normalement, la holding peut remployer les fonds par la souscription au capital initial d'une structure, donc ça veut dire une structure nouvelle. Mais comment pouvoir démontrer que cette structure a bien une activité économique si elle n'a pas encore elle-même commencé son activité? Voilà, donc tout ça, ce sont des questions qui se posent, et en réalité, ça nécessite. L'apport cession peut vraiment être une bonne solution pour une personne qui souhaite céder pour se tourner vers une nouvelle activité. Mais il faut toujours bien s'assurer que l'ensemble des conditions sont remplies pour bénéficier de l'article 150.0 et ça nécessite vraiment une étude de chaque dossier dans son intégralité de façon très fine. Et je vais laisser la parole du coup à Jean-Baptiste qui va vous détailler peut-être de façon plus imagée et chiffrée voilà, les incidences de ce régime. Merci Stéphanie. Je vais juste reprendre les slides. Effectivement, l'idée c'est de maintenant essayer d'imager un peu plus avec quelques exemples chiffrés le dispositif de l'apport cession. Mais avant cela, je voudrais faire une précision qui est importante et qui est même fondamentale, puisque quand on parle du dispositif, on a de temps en temps l'impression que tout est connu et maîtrisé, mais il y a une confusion qui est assez récurrente, c'est le report d'imposition s'applique uniquement sur la plus-value d'apport et non la plus-value de cession.
Je vais vous donner une anecdote encore de la semaine dernière où un client est venu nous voir heureux comme tout après avoir fait une très belle session. Il avait constitué sa holding, il avait fait son apport à sa holding, il avait des produits de cession pour 2 millions d'euros. Et quand on lui a expliqué que s'il utilisait le report d'imposition et s'il réinvestissait correctement, il y aurait une économie immédiate d'impôt de 60 euros, là, on sentait qu'il ne comprenait plus. Et pourquoi? C'est parce qu'en fait, toute sa plus-value était en fait de la plus-value de cession et non de la plus-value d'apport. Alors, je vais essayer d'illustrer cet exemple pour vous montrer à quoi exactement ça correspond, parce que je vous assure, 90% des cédants font la confusion entre les deux. Quand on réalise l'étape 1 que nous a montré Laurent tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on apporte nos titres à la holding. Donc, prenons un exemple, j'apporte mes titres à ma holding pour 100. C'est des titres que j'avais acquis pour 1 euro. Donc, dans cette étape-là, j'ai une plus-value d'apport qui est de 99 euros. Si je prends dans le slide que vous voyez le cas numéro 1, c'est-à-dire que je réalise ma cession pour ce même montant de cet apport, c'est-à-dire pour 100 euros. Donc, j'ai une plus-value d'apport de 99 euros, 100 moins 1 euro, et j'ai une plus-value de cession de 0 euros. Donc, si je réalise mon remploi, c'est-à-dire que, comme l'a dit Stéphanie tout à l'heure, si je réinvestis 60%, eh bien, je vais devoir réinvestir 60% de mes produits de cession, donc de 100, et je vais bien avoir un report d'imposition sur la totalité. Le piège, c'est le cas numéro 2. C'est le cas où je reste dans ma holding, qui a donc apporté mes titres à 100 euros, que j'avais acquis pour 1 euro. Mais sauf que dans ce cas numéro 2, je vais vendre pour 200 euros. À ce moment-là, j'ai deux plus-values. J'ai une plus-value d'apport, qui est toujours de 99 euros, mais j'ai en plus une plus-value de cession qui est de 100 euros. Et le piège, c'est que mon obligation de réinvestissement, elle porte sur 60% des produits de cession, c'est-à-dire de mes 200. Donc, je dois réinvestir sur un montant global, alors que le report d'imposition ne va tenir compte que de la plus-value d'apport de 99. Il y a une solution à ça, c'est bien sûr, dans ce cas-là, on a le droit désormais, dans le régime de l'apport cession, c'est de faire des apports cession successifs. Donc, on va réapporter les titres une deuxième fois pour avoir une plus-value d'apport qui sera comprise et qui va intégrer la plus-value de cession qu'on a en tête. Alors, ce schéma, il arrive souvent quand on est dans un cas où on avait constitué la holding très en amont de la cession. On n'avait pas forcément conscience ni de la valeur, ni du montant de l'apport à réaliser. Et c'est ça qui peut faire qu'on a une plus-value d'apport qui était moins importante que le prix de la cession finale. Parce que finalement, la cession, on connaît son prix, à part dans quelques cas, le jour où on cède. Donc ça, c'est un élément à avoir bien en tête. On peut réaliser des apports cession successifs et il faut le maîtriser puisqu'il y a bien deux plus-values, une plus-value d'apport et une plus-value de cession. Cette précision étant faite, on va pouvoir illustrer sur un dispositif complet, un peu schématique, mais l'idée c'était de prendre des grands chiffres pour que ce soit le plus clair possible. On a fait simple, on a pris un investissement initial d'1 million d'euros, un produit de cession de 10 millions d'euros, une belle cession, et on a donc une plus-value d'apport de 9 millions. Alors la durée de détention, bon, dans cet exemple on a pris 8 ans, ça va avoir son importance puisqu'il va y avoir des questions à se poser. Laurent l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs moyens de sortie et il y a plusieurs impositions possibles et il y a plusieurs taux d'exonération. On peut même avoir une exonération jusqu'à 85% quand on est sur du renforcé. Donc voilà, la durée de détention va avoir son importance quand on va évaluer l'impact d'utiliser l'apport cession ou pas. Nous, dans cet exemple-là, on est parti d'une idée qu'on avait choisie, la flat tax. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une cession sur un montant important, en général, le régime soumettre la plus-value au barème, compte tenu de notre barème d'impôt assez faible en France, puisqu'il ne monte qu'à 45%, va être assez confiscatoire. Donc, on a plutôt opté là dans ce schéma pour la flat tax, en n'oubliant pas la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, puisque contrairement à ce qu'on peut penser, même quand on choisit la flat tax, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus va être due. Alors, dans cet exemple-là, on a fait deux colonnes. La première colonne, si on ne réalise pas
d'apport-cession. Alors, ça se fait volontairement schématique, on a mis 0, enfin dans le cas où on ne faisait pas d'apport-cession, et dans le cas où on fait 100% en apport-cession, pour qu'on ait les grandes masses. Donc dans le cas où on n'a pas d'apport-cession, dans ce cas-là, on a donc fait une cession à 10 millions d'euros, avec une plus-value d'apport de 9 millions d'euros. On a choisi la flat tax, on va donc payer les 17,2 de cotisation sociale, l'imposition forfaitaire de 17,8, la cotisation exceptionnelle sur les revenus, et on arrive à peu près à 3 millions d'impôts, donc 30% d'imposition. C'est le choix de l'imposition pour être libéré de ses positions et pouvoir faire ce qu'on veut, de disposer librement des produits de sa cession. Choix numéro 2, le cas de l'apport-cession. J'apporte mes 10 millions directement dans ma holding. Dans ce cas-là, je ne vais pas avoir une fiscalité immédiate à payer. En revanche, je vais donc avoir une obligation de réinvestissement de 60% de mes produits de cession, donc 60% de mes 10 millions. Je vais donc devoir réinvestir au minimum 6 millions. Alors, pourquoi je voulais arriver à ce montant-là, cette obligation de réinvestissement? Parce que souvent, quand on a fait une cession, on a tendance à se dire, j'ai déjà payé mon risque, puisque j'ai déjà créé mon entreprise, cédé, j'ai des produits de cession, donc la situation a priori est bonne. Où est-ce que je vais si je me retrouve avec une nouvelle obligation de réinvestissement sur 60% en plus, c'est pas neutre? Est-ce que je me remets pas dans une situation très risquée? C'est là où c'est important d'avoir les chiffres en tête, puisqu'on a quand même un avantage fiscal immédiat, puisqu'il y a 3 millions d'impôts qu'on n'a pas payés. Eh bien, ce montant d'impôt, dans cet exemple-là, va quand même nous servir, puisqu'on va le réinvestir, il va faire partie des 6 millions qu'on a réinvestis. Et si malheureusement on a fait un mauvais choix d'un réinvestissement, c'est-à-dire que ces 6 millions d'euros, c'est le cas qu'on a mis dans les slides avec une sortie à moins 50%, c'est-à-dire que j'ai réinvesti 6 millions, mais finalement c'était pas une très bonne opération, je ne récupère que 3 millions, eh bien j'ai quand même 3 millions d'impôts non plus qui n'avaient pas été versés. Donc en termes de trésorerie, je ne suis pas tout de suite trop perdant, j'ai quand même un gros gap qui va me payer, entre guillemets, une part de risque. Et je crois que ça, c'est l'esprit du dispositif du report d'imposition. Pourquoi il y a cette obligation de réinvestissement? C'est parce qu'on cherche à flécher ces produits de cession vers de nouveaux investissements éligibles, comme l'a dit Stéphanie, c'est-à-dire des secteurs productifs, pour faire relancer la croissance. Et dans le plan du gouvernement, depuis quelques années, on voit que le fléchage de l'investissement dans l'économie réelle, dans les PME, est vraiment importante. Et ce dispositif de l'apport-cession en fait partie. On a un avantage fiscal, certes, mais c'est en contrepartie de ce réinvestissement dans des sociétés productives, dans l'économie réelle. Donc voilà, ce schéma pour vous montrer, bien sûr, il peut y avoir des cas de sortie bien plus favorables. Si on sort au pair, on a mis 6 millions, on ressort à 6 millions, on a quand même profité de nos 3 millions d'impôts qu'on n'a pas versés immédiatement, voire une sortie. On a pris le cas négatif, on peut prendre le cas positif. Si on sort à plus 50%, eh bien on avait investi 6 millions, on sort à 9 millions. Voilà, l'idée, là, c'est très grossier, puisqu'on a mis soit on ne fait pas d'apport-cession, soit on fait 100% d'apport-cession. Je crois que Stéphanie l'a dit tout à l'heure, le dispositif de l'apport-cession, c'est avant tout du sur-mesure, c'est personnalisable, il faut vérifier, il faut s'assurer avant des éléments. On ne fait pas soit 0 d'apport-cession, soit 100% d'apport-cession. Dans la réalité, on va calibrer, puisqu'on va sortir une partie en général avec une certaine fiscalité, et de l'autre, on va utiliser l'apport-cession. Ce n'est pas binaire, on n'est pas obligé de faire l'apport-cession sur l'intégralité. Bien au contraire, c'est même plutôt une situation à ne pas réaliser. Il ne faut pas faire de l'apport-cession sur 100% des titres. Il faut l'ajuster, il faut le voir en fonction de sa situation fiscale, et il faut se garder, si on souhaite utiliser le dispositif d'apport-cession, il faut se garder une poche sur laquelle on va consacrer l'apport-cession là-dessus. C'est vraiment une adaptation à faire sur les produits totaux de cession. Alors maintenant qu'on a vu ce schéma et qu'on a en tête ce que ça représente fiscalement, il faut avoir une autre logique. C'est maintenant mes produits de cession, je vais devoir donc les réinvestir. Alors il y a plusieurs moyens de les réinvestir. On l'a vu tout à l'heure avec Stéphanie sur les secteurs éligibles.
mais on peut l'investir en direct ou l'investir via des fonds. À l'investir en direct, c'est-à-dire trouver une société dans laquelle on veut réinvestir, ça c'est une solution qui est très souvent utilisée. Pourquoi? Parce que souvent, et je pense que Laurent sera d'accord avec moi, lorsqu'on a cette idée de l'apport-cession, lorsqu'un cédant vient avec cette idée d'apport-cession, c'est parce qu'il a déjà en tête un projet d'après, et donc il se dit, voilà, je vais flécher mes fonds vers cet investissement-là, parce que voilà, je vais me relancer dans un projet. En général, plus les cédants sont jeunes, plus le projet d'après vient déjà arriver, et du coup, voilà, on veut utiliser l'apport-cession avant tout pour un projet défini. Ça, c'est le cas le plus classique de l'investissement en direct. Cependant, en général, ça se combine avec un investissement via un fonds. Pourquoi? Parce que quand vous avez déjà le projet d'après, la boîte d'après, on ne sait pas exactement les montants dont on va avoir besoin. Alors que le dispositif de l'apport-cession est encadré dans le temps. On a vu, Laurent l'a rappelé, c'est 24 mois. Donc, pour avoir la faculté d'utiliser des fonds pour ajuster en fait en fonction de ses besoins par rapport à son projet principal, ça c'est une faculté effectivement récente de la loi de finances qui est très facilitatrice puisqu'on va pouvoir vraiment mettre le curseur en fonction de ce qu'on a par ailleurs. Et c'est doublement important parce que le dispositif de l'apport-cession, l'obligation de réinvestissement des 60%, c'est pas partiel. C'est-à-dire que je dois réinvestir 60% des produits de cession. Si à 24 mois, je suis à 58%, pas de chance. C'est perdu. L'apport-cession, il faut qu'on soit au minimum à 60%. Et c'est pour ça qu'avoir la possibilité d'utiliser un fonds, ça peut être la variable d'ajustement à la fin qui va nous permettre d'atteindre le quota où on n'en était pas très loin. Ou deux, Laurent l'a dit tout à l'heure, on peut se retrouver en fin du délai des 24 mois, un peu pris dans la panique parce qu'on n'a pas encore réinvesti. Un investissement via un fonds va pouvoir aller très vite, puisque, on l'a évoqué, un fonds, vous avez l'obligation de réinvestir dans ce fonds avant votre délai de 2 ans, mais le fonds, lui, a ensuite 5 ans pour investir dans les sociétés cibles. Donc, on se donne un peu une bouffée d'oxygène par rapport à l'investissement réel qui va être effectué dans les sociétés éligibles. Voilà, donc c'est pour ça que ces deux possibilités de réinvestissement, soit en direct, soit dans un fonds, elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Au contraire, ça se combine très bien. Alors, on peut avoir des cas où on est dans une situation proche de la retraite, où on n'a plus trop envie de se réinvestir dans des projets, où on va utiliser uniquement des fonds. Mais c'est souvent une combinaison des deux qui va permettre d'ajuster en fonction de sa contrainte de délai ou de sa contrainte de montant. Et ça amène, du coup, ça fait le lien parfaitement vers les questions, puisque ça emmène à se poser la question, voilà, je peux choisir un investissement partiel dans mon réinvestissement, je peux faire du réinvestissement partiel en fonction de ma situation fiscale au début. Finalement, c'est un ajustement personnalisable qu'on va faire en fonction de chaque situation et de chaque session également, tout en sachant que plus on l'anticipe, mieux c'est. Puisque le faire à une semaine de la session, Laurent doit pouvoir confirmer, c'est quand même pas l'idéal. Donc même si la session n'est qu'un projet, finalement venir en amont questionner sur ces projets, il y a de la structuration à faire et c'est vraiment très intéressant de pouvoir l'aborder en amont pour avoir déjà un schéma en tête sur ce qui doit être fait et quel est le timing, parce qu'en une semaine, c'est toujours un peu plus compliqué. Eh bien, il me reste à vous remercier pour ces prestations fort intéressantes qui ont effectivement passionné beaucoup d'auditeurs. Et je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui portera pour l'Académie sur la fonction publique le 23 juin de ce mois. À très bientôt et merci encore.